Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de 22h. Au lendemain de l'élection de l'exécutif communal de Matoto, la confusion demeure. L'annonce de reprise du scrutin par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation n'a pas calmé les ardeurs de l'opposition et de la mouvance. Chaque parti se déclare vainqueur, élément suivre dans cette édition d'information. Avec certains retards, mais elle est bien là, la troisième édition de la SENACIP, la Semaine nationale de la citoyenneté de la paix, a été lancée officiellement ce 17 décembre 2018. Dans la foulée, le remplaçant de Khalifa Gassama Diaby a aussi pris fonction à la tête du ministère de l'Unité nationale. Et puis en fin d'édition, une fois n'est pas coutume, nous parlerons de la fin du Festival international de Taekwondo ce samedi organisé par les Coréens. Sur les 5 communes de Conakry, c'est seulement Matoto qui n'a pas encore connu son maire. Lors du primaire entre les conseillers la semaine dernière, le processus a été émaillé de troubles, de confusion et de subversion. Depuis, les candidats de l'opposition et de la mouvance, chacun fort de ses propres résultats, se réclament victorieux. Malik Senghana Kamara, Alseni Kamara nous signe ce reportage. 23 voix contre 22. Kalimodou se réclame maire de Matoto malgré les incidents enregistrés au cours du processus. Et comme moi j'avais la couleur rouge, et comme il n'y avait que 45, il va sans dire que 45 moins 23, il reste 22. Donc moi j'avais la majorité. Les gars ont protesté, ils ont demandé à ceux qu'on reprenne le vote, mais pas le vote, mais le compte. On a recompté devant tout le monde, un à un, jusqu'à 23 pour une deuxième fois. Et toujours, la couleur rouge venait en première position. Je ne sais pas par quel miracle un autre peut dire qu'il a gagné. Par ailleurs, Domani Doré, candidate indépendante à ces élections communales, n'admet pas cette version de Kalimodou. Très tôt, elle a annoncé la victoire du candidat du RPG sur son compte Twitter. Cette position, elle la maintient malgré tout. Le RPG Arc-en-Ciel a eu 23 voix au compte de l'élection du maire sur le candidat Mamadou Tos. Rappelez-vous, dans les propos de M. Kalimodou, il a au moins eu l'honnêteté de rappeler qu'il y a eu 3 comptages. Le ministre de l'administration du territoire s'est saisi de la situation. Il a décidé d'annuler le vote dans le but de reprendre le processus. Sur la question, les avis des acteurs restent divergents. Bouba Condé n'a pas qualité d'annuler un vote. Le processus peut être stoppé parce qu'il y a un incident. Il n'a pas du moment que les chiffres ont été annoncés. Le vote du maire a été passé. On doit revenir maintenant pour poursuivre le vote pour le premier vice-maire ou pour le 7e vice-maire. Mais le maire qui a été déjà élu, on ne reprend pas. L'organisateur de ces élections, c'est le MATD, à travers le ministre de l'exécutif. Par conséquent, si ce même ministre annonce l'annulation de ces élections, franchement que les juristes nous disent qu'est-ce qu'il en fait. Une chose reste claire, du moment où il y a doute, il faut qu'on reprenne. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, chef de file de l'opposition guinéenne, se félicite quant à lui du score obtenu par son parti dans la capitale Conakry. Cellou Dalein Diallo était l'invité de l'émission Politiquement Correcte avec Macky Sall. Je m'attendais à son élection, je dois l'avouer, parce que je sais qu'il bénéficiait de la part de beaucoup de conseillers élus, de plusieurs partis, d'une grande confiance. Et donc, je dois d'abord saisir cette opportunité que vous me ferez pour remercier et féliciter tous ceux qui ont voté pour lui, qui n'étaient pas de l'UFDG, parce que vous savez, le score qu'on nous a attribué à la commune de Matoto était de 14 sièges sur 45. Donc il a fallu avoir le soutien de certains conseillers qui ont sans doute estimé que Kalimodou était le meilleur choix pour Matoto. D'abord, il faut déplorer la fraude qui a été organisée autour de cette élection par le RPG. Et vous savez bien qu'il y a eu un conseiller, par exemple, qui est venu. On lui a dit qu'on lui a fait une procuration et que lui ne doit pas voter. Alors que, selon lui-même, il n'a pas signé de provocation. Il a dit qu'il veut exercer son droit, mais par la force, on lui a refusé l'accès à la salle. Ensuite, ils ont imposé
4 procurations à des gens qui n'ont aucun empêchement et qui sont à Conakry, qui voulaient voter, mais comme le RPG a estimé qu'ils ne sont pas crédibles, qu'on ne leur fait pas confiance par rapport à leur loyauté à l'égard du RPG, ils les ont obligés à signer des procurations alors qu'ils sont disponibles, ils n'ont aucun empêchement. Et puis en plénière, ce lundi, au quartier général de l'UFTG, l'opposition républicaine rejette toute reprise du scrutin à Matoto. Elle déclare qu'elle n'obéira pas aux injonctions données par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Burema Condé. Elle rajoute, je cite, « Si l'État et le RPG s'amusent à essayer de remettre cette élection en cause, ils nous trouveront sur leur chemin. » Fin de citation. Elle a failli ne pas se tenir, mais elle est bien là. La 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Elle a été lancée officiellement ce lundi 17 décembre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du chef de l'État, le président Alpha Condé. Abdraman Ba, Amara Alexila. Dans cette salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry se trouvent réunis quelques membres du corps diplomatique et certains membres du gouvernement en attente du président de la République qui devrait lancer cette 3e édition de la Semaine de la citoyenneté et de la paix avec pour thème 60 ans d'indépendance, une obligation de mémoire citoyenne. À l'entame, une troupe théâtrale pour illustrer les réalités citoyennes du pays. Juste après, c'est au tour du ministre de la Citoyenneté de revenir sur les acquis de cette semaine depuis sa première édition. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette semaine que vous avez voulu a été instituée dans notre pays par la loi L 2016-038 du 28 janvier 2016. Celle de 2018 a pour objectif de, premièrement, contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la culture de la paix. Fraîchement nommé à la tête du département de la citoyenneté, il prévoit de nouvelles orientations à prendre pour la réussite de la CENACIP. Les programmes qui sont inscrits pour cette semaine concernent des journées de conférences citoyennes, des journées d'immersion, des journées de synergie de table ronde, et de radio, une journée essentiellement consacrée à la salubrité publique. Le président de la République, qui était attendu pour son discours, s'est retiré aussitôt après l'intervention de son nouveau ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Cette 3e édition de la CENACIP se tiendra jusqu'au 23 décembre sur tout le territoire. Est-ce une simple coïncidence? Le jour du lancement officiel de la CENACIP correspond à celui de la prise de fonction du ministre en charge de l'Unité nationale. Mamadou Taron Diallo a officiellement pris fonction ce lundi. Le nouveau ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est bien conscient des défis qui l'attendent à la tête de ce département. Une mission redoutable, dit-il, qu'il compte mener avec l'appui de l'ensemble de ses collaborateurs. La société civile notamment, qui a forgé son caractère intransigeant, compte bien sur lui pour relever tous ces défis. Le compte rendu est signé Mohamed Amaro Kamara, Abdoulaye Kamara. Tibou Kamara assurait jusqu'ici l'intérim après la démission de Khalifa Gassama Diaby à la tête du département de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, ministre de l'Industrie et des PME, a d'abord rappelé les nombreux défis à relever. L'unité nationale, la citoyenneté, les valeurs de la République, la démocratie, l'évolution de la société sont autant de thèmes que nous avons en partage. Mais avons-nous tous la même compréhension de cela? Voilà un des défis auxquels vous allez vous atteler. Faire en sorte que la diversité, qui est la richesse de notre pays, nous en tirerons le meilleur parti pour construire une communauté de destin. Une mission combien exaltante. Le promu mesure bien l'ampleur de la tâche et compte l'accomplir avec l'implication des travailleurs du département, mais aussi l'ensemble des composantes sociales. Je travaillerai avec vous dans la continuité des activités positives accomplies sous le leadership de mon prédécesseur que je salue.
Cela conformément aux directives de Monsieur le Premier ministre et aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté a le rôle aussi de promouvoir le civisme démocratique. Pour Mamadou Taran Diallo, le mot-clé est l'égalité pour le renforcement de la cohésion sociale et l'ancrage de l'état de droit. Il apparaît que l'égalité devant et par la loi, associée au respect de toutes les croyances, est le fondement de la citoyenneté. L'unité nationale nécessite une construction permanente et évolutive visant à fonder un État sur le socle d'une constitution et des lois et indestructibles qui créent et régissent des institutions capables de répondre aux besoins de démocratie et aux aspirations des populations à la bonne gouvernance et à un État de droit en vue d'un vivre ensemble pacifique et solidaire. Président de l'Agence guinéenne pour la transparence et inspecteur des services financiers et comptables, Mamadou Taran Diallo, aux yeux des acteurs de la société civile guinéenne, est un cadre au caractère bien trempé, une qualité qui lui permettra sans doute d'être à la hauteur des attentes. Une retraite annuelle du ministère des Mines s'est tenue le week-end dans la préfecture de Kindia. L'objectif pour les cadres du département est de procéder à une présentation des documents de planification du secteur minier, puis dresser un bilan, d'identifier les défis et les perspectives du domaine minier. Le retour de la ville des agrumes, voici le reportage de Djibril Ba et de Koria Bokourma. C'est pour la deuxième fois consécutive que des cadres du département des mines se retrouvent à Kindia pour parler aux acteurs tels que les représentants des sociétés minières, de l'État, des collectivités locales et des organisations de la société civile sur la politique minière. Un document qui a entrepris de nombreuses réformes selon les participants. Les mines nous permettent d'améliorer nos capacités nationales à travers le personnel formé dans le secteur minier et les entreprises locales, les PME locales qui travaillent avec le secteur minier, qui arrivent à rehausser leur niveau et à mieux vendre leurs services dans les autres secteurs de l'économie et même au-delà de la Guinée. Cette rencontre pour les participants est aussi une manière de traduire cette théorie du chef de l'État qui s'intitule « Accélérer la croissance », catalyser la transformation structurelle de l'économie pour un développement durable. Dans ce postulat, il s'approprie de tous les contours du document de politique minière. Nous faisons de la planification et c'est dans cela il y a certains documents que nous sommes en train de partager avec l'ensemble des acteurs, notamment la déclaration des politiques minières, le plan de développement du secteur minier. L'ensemble de ces documents sont déjà partagés avec les acteurs l'année dernière. Nous les mettons à jour pour nous projeter dans une durée de 10 ans, 2016 à 2025. Les participants à cette retraite annuelle disent avoir beaucoup appris. Ils sollicitent que la notion sur la diversification soit effective dans le secteur minier. Notre ambition, c'est de faire en sorte que d'autres substances puissent être exploitées et que l'exploitation là puisse être un catalyseur pour développer les autres secteurs. Nous voulons avec les mines et les sociétés et les communautés riveraines à ces sociétés minières soit des lieux de développement, soit développés par cette politique que le département vient de mettre en place. La République de Guinée dispose d'un potentiel minier riche et varié, réparti sur l'ensemble de son territoire. La diversité de ce potentiel offre des opportunités d'investissement capables de soutenir une forte croissance. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation des routes PK63 Gekedou-Kondé-Bandou ont été lancés officiellement ce week-end par le gouvernement. Ce sont les groupements d'entreprises ETEP, Gecopress et Enan Chine, Bejek qui se sont adjugés ce contrat. À Beila également, la pose de la première pierre de 12 km de voirie urbaine a été effectuée. Mamadou Kalisso, Tierno Sadoubar. La route PK63 à Gekedou et Gekedou-Kondé-Bandou est distante de 53 km. Mais son état de dégradation avancé l'a rendu quasi impraticable. Certains véhicules mettent 3 heures, voire plus, sur ce tronçon. Les usagers ont accueilli avec satisfaction le démarrage de la reconstruction de cette route. Si aujourd'hui le président de la République décide de venir relancer les travaux de construction de cette route-là, ça sera un soulagement pour tout le monde. Et vous savez que la Guinée a des différentes régions. La région forestière constitue le grenier
en matière d'économie, en matière agricole, des produits agricoles. Donc aujourd'hui c'est un soulagement pour toute la population de Guéguédou, pour toute la population de la Guinée forestière, parce que cette population-là avait vraiment souffert sur cette route-là. La réalisation de ce tronçon est financée par la Banque islamique de développement, le Fonds cohésien et la BADEA pour une durée de 2 ans 6 mois. Ce sont 2 groupements d'entreprises nationales et étrangères qui exécutent les travaux. Le ministre des Travaux publics explique ses choix. Pour que nos entreprises guinéennes soient à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'elles, il faudrait qu'il y ait dans un premier temps une association avec d'autres entreprises qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays pour que nous puissions aller plus vite. C'est pour cela que nous avons privilégié des groupements sur les 2 tronçons, sur des routes aussi importantes que ces routes nationales. Et je pense que ce serait vraiment un partage d'expérience et surtout de technologie. Après Guéguédou, la préfecture de Beila a reçu la délégation dirigée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette localité bénéficiera également de 12,6 km de voiries urbaines. Le montant de ces projets est estimé à 158 milliards de francs guinéens. L'entreprise en charge des travaux revient sur les caractéristiques de cette route. Une plateforme de 10 mètres linéaires, une chaussée de 7 mètres linéaires, 2 accotements de part et d'autre de 1,50 m chaque, des caniveaux en béton, une couche de fondation, une couche de base, un revêtement en béton bitumineux. Après la Haute-Guinée et la forêt, la prochaine étape sera le Fouta, plus précisément à Labé, Pita et Dalaba, où des travaux de construction de voiries urbaines seront entamés. Et pendant ce temps, des citoyens se mobilisent pour la construction de caniveaux dans leur quartier. Mieux, ils reparent les routes avec, tenez-vous bien, une seule brouette. La scène se passe au kilomètre 36 dans le secteur Sougueta. Notre équipe de reportage s'y est rendue pour connaître les motivations de ses habitants. Alceni Barry commente les images de Yacoba Traoré. Secteur Sougueta, kilomètre 36. Route dégradée. Pas de caniveau, l'autorité de l'État n'existe que de nom. Et pourtant, cette zone est bel et bien pratiquée par les automobilistes et les passants. Les jeunes et les notables de la localité sont tous mobilisés pour réparer ces routes et creuser les caniveaux avec des moyens limités. Aujourd'hui, nous n'avons pas les forces, nous n'avons pas les moyens de mettre des fossés qu'il faut, dignité, non? Mais tout ce que nous voulons, c'est de chercher à se donner la main. Étant les jeunes motivés de ce quartier, on se donne la main, nous créons des fossés, nous arrosons des routes et attirer l'intention de l'État pour voir ce qui se passe ici. Ici, en saison hivernale, la route est impraticable. La boue, les flaques d'eau restent le quotidien des riverains. En saison sèche, c'est aussi un autre malaise. Le secteur se réveille avec la poussière. À cela s'ajoute le manque d'eau. Désormais, les citoyens comptent se faire entendre, mais à travers des initiatives de développement. Nous demandons à la bonne volonté de tout un chacun, le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre Naïté, le ministre des Travaux publics, de penser à nous, parce que nous sommes en train d'aider l'État, parce que nous pensons que chaque citoyen de ce pays doit faire quelque chose d'abord avant que l'État ne vienne à ton secours. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les travaux s'effectuent tous les dimanches et chaque citoyen a sa partition à jouer dans la construction de ces caniveaux. Les femmes apportent des convives et de l'eau et les hommes s'occupent du reprofilage de la route. Tenu à Kolabouyi et à Kamsa dans le Kakandé cette semaine d'une série de formations des membres des comités de concertation dans les localités minières abrégées CCLM, il s'agit d'un renforcement des capacités pour la promotion du dialogue, la réduction des conflits entre sociétés minières, autorités administratives et communautés locales impactées. L'initiative est de Search for Common Ground et la GIZ. Abdoulaye Keïta, Selifou Lifosissé. Dans les localités minières, les crises sont profondes. Les manifestations populaires contre l'État et les compagnies minières sont récurrentes, parfois en méconnaissance des obligations légales des parties prenantes aux différents projets. Les CCLM ont pour rôle principal de participer au dialogue social en vue de réduire les crises dans les zones minières. Inverser cette tendance de crise a été la clé de cette formation, même si aux yeux des participants, le problème d'emploi reste encore le socle des différentes crises.
Si vous voyez qu'il y a la guerre, c'est dû aux malententes. Et s'il y a malentente, on ne peut pas avoir la paix du cœur. On leur a posé nos problèmes pour qu'ils nous viennent en aide. Chess for Common Ground et la GIZ ont réussi à aider les participants sur les différents thèmes qui sont nouveaux et porteurs. Nous apprenons beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Donc vraiment l'atelier nous aide beaucoup. Ouais, les thèmes qui ont été abordés au cours de cet atelier, il y a la grève dans les localités, comment intervenir pour ne pas qu'il y ait de problèmes entre la société et la communauté. On avait abordé ce thème. Éteindre les feux lors des différentes crises, la mission des CCLM est grande et l'appui des autorités est promis. Le CCLM a beaucoup à faire parce que sa mission c'est d'éteindre le feu et même partir avant même qu'on met le feu. Alors c'est une mission difficile, mais les nôtres ici quand même s'arrangent à tout prix parce que nous sommes toujours ensemble. Quand il y a des problèmes, ils sont à nos côtés et nous cherchons à trouver les solutions ensemble. De Kamsar à Kolaboui, la mission est attendue par les CCLM de Boké et de Sangaridi. Un collectif de défense des personnes affectées par le VIH-Sida était en conclave ce week-end au Palais du Peuple. Cette rencontre qui a regroupé les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie du siècle vise à faire des plaidoyers pour la promotion des droits des patients. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Souri Kamara. Cette rencontre qui regroupe des acteurs évoluant dans la lutte contre le VIH-Sida vise à mettre en place des stratégies de riposte et de prévention contre la maladie. Le collectif associatif conseille la sensibilisation couplée au dépistage. La connaissance du statut, passe ultime pour jouir de son droit et au droit à la connaissance de sa charge virale, critère incontesté pour évaluer la qualité du traitement reçu. Ce médecin a répondu à plusieurs questions liées notamment au mode de contamination et de prévention contre le sida. Des échanges fructueux qui ont permis à chacun d'être outillé sur comment se protéger contre la maladie. Le traitement ARV devient un véritable moyen de prévention. C'est pourquoi ils l'ont dit, quand c'est dépisté à temps, traité à temps, on va moins gérer les infections opportunistes. Si vous remarquez bien, vous qui êtes dans les structures, avant le Fonds mondial achetait assez de médicaments contre les infections opportunistes. Mais maintenant, aujourd'hui, ils n'achètent pas. L'ONG Soltis évolue depuis près de 10 ans aux côtés du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la maladie. Sa représentante promet d'accompagner les initiatives visant à éradiquer le sida. Pour améliorer et pour accéder à cette qualité sur toute la chaîne de la riposte nationale face au VIH. Cette journée de plaidoyer pour la promotion des droits des patients sera élargie à d'autres créneaux. Objectif, sensibiliser et organiser des moyens de lutte contre le sida. Et dans le même sillage, associatif guinéen, en partenariat avec Médecins sans frontières, a organisé un semi-marathon ce week-end à Conakry. Le but de cette activité sportive est de sensibiliser les jeunes sur le VIH-Sida. Le thème retenu pour ce marathon est « Pour une génération sans VIH ». Les images d'Anissé Kamara sont commentées par Idrissa Barry. C'est ici, au carrefour de l'hôpital Donka, que le coup d'envoi de ce semi-marathon a été lancé. Les participants ont fait le tour du Palais du Peuple avant de rejoindre le siège de Médecins sans frontières à Koléa, point d'arrivée. Ce sont plusieurs organisations qui œuvrent dans la sensibilisation pour le dépistage qui ont pris part à cette cérémonie sportive. On ne peut rien dire ici qu'on n'a déjà pas entendu. Donc, c'est les actions qu'il faut mener sur le terrain dans la lutte contre le VIH désormais. La parole, on en a largement dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les organisations qui se sont jointes à nous vont se joindre à nous davantage dans la lutte contre le VIH. C'est pourquoi vous avez vu, l'associatif MSF s'engage pour une génération sans sida. L'objectif principal de ce semi-marathon est d'accompagner les personnes vivant avec le VIH-Sida dans leur lutte. L'associatif Médecins sans frontières a dans son programme un volet consacré à la lutte contre les stigmatisations à l'endroit des victimes de cette pandémie.
ça nous réconforte, ça nous montre que nous sommes accompagnés. C'est ce que le PVVH a besoin. Le PVVH a besoin de soutien moral. Et on a vu, on a commencé ensemble, on est arrivé, c'est nous qui avons gagné. On a tous gagné, surtout nous, le collectif, parce que c'est dans notre œuvre, c'est dans la lutte contre le VIH et pour la protection des PVVH. Les vainqueurs de la course ont été récompensés par la mission de Médecins sans frontières, tout en invitant à poursuivre les efforts de sensibilisation afin de vaincre la maladie. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest vient de mettre plusieurs jeunes diplômés sur le marché de l'emploi. C'était ce week-end dans la commune de Matam. Cette cérémonie coïncide avec le 10e anniversaire de la création de cet établissement. Pour la circonstance, parents, amis et proches sont venus soutenir les récipiendaires en cette période de joie. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Ils sont plus de 100 étudiants à être diplômés dans plusieurs filières comme la philosophie, la communication, l'économie-gestion et la théologie. Ces jeunes devront désormais compétir sur le marché de l'emploi. C'est une nouvelle étape de leur vie qui commence. C'est pourquoi leur porte-parole les invite à emboîter les pas des aînés. Ces années à l'université furent intenses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes. En rencontre et dans cette ambiance de stress et de compétitivité, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Nous pouvons qu'être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Cette cérémonie de remise de diplôme coïncide avec les 10 ans de la création de l'établissement. Le vice-président chargé de l'institution félicite les étudiants sortants. Permettez-moi juste de vous féliciter pour l'aboutissement de ce parcours semé d'embûches qui fut souvent rude et qui fut porteur très souvent de différends et de conflits entre vous et nous, mais dont je sais que vous savourez à présent avec satisfaction toute la joie et toute la fierté. Le vice-chancelier de l'UCAO, dans son homélie, invite les jeunes à se battre pour un meilleur avenir. Ne vous contentez pas d'un diplôme pour rester à la maison, dire « Ah, nous avons tout, on ne nous a pas employés encore », mais continuez à vous battre. Je vous encourage, chers étudiants, à vous battre encore pour être notre bonne publicité, notre vraie publicité, pas seulement à la télé, mais dans la vie. Le CAO, une initiative des évêques de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, l'institution a offert cette année 50 bourses d'études à certains bacheliers de son établissement. Nous retournons dans le Kakandé pour parler de la quinzaine artistique des arts et de la culture qui a pris fin ce dimanche à Boké. Pendant 2 jours, les artistes venus des 5 préfectures de la région ont compéti dans plusieurs disciplines traditionnelles. C'est une initiative du ministère des Sports, des Arts et du Patrimoine historique. Fodouma Kamara, Selifouli Fossissé. La quinzaine artistique des arts et de la culture est un événement. Les artistes venus des préfectures de la région montrent leur savoir-faire dans diverses disciplines. Une compétition qui valorise les mœurs et les coutumes des différentes communautés. Seuls les qualifiés défendront l'image de Boké au Festival national des arts et de la culture à Conakry. À tous les niveaux des disciplines comme le chœur, comme le théâtre, que ce soit n'importe quelle discipline, c'est axé sur la lutte contre le racisme, contre le régionalisme. Franchement, nous disons que notre rencontre a connu, n'est-ce pas, une réussite. Ces 2 jours de compétition artistique et culturelle ont permis les qualifications des préfectures de Fria en percussion et humour, Bofo en ensemble instrumental et Koundara en théâtre et musique urbaine. C'est les préparatifs maintenant qui vont commencer pour le festival national qui est prévu du 23 au 26 à Conakry. Je suis très heureux cet après-midi en voyant les préfectures de Koundara, de Gawal, de Bofa et de Fria remporter les premiers prix dans les disciplines, chose qui enchante aujourd'hui la population, surtout la jeunesse de ces 5 préfectures. Représentants des départements des sports, des arts, de la culture et du patrimoine historique se dirait conforté par cet événement culturel. J'ai senti un engouement, un engagement des autorités.
aussi au niveau des représentations artistiques, il y avait de la qualité. Il y avait de la qualité et surtout, toutes les préfectures de la région ont participé à la quinzaine, toutes. Et ici, le jury a travaillé. J'ai constaté qu'il y a eu de l'effort au niveau des préfectures. Le FENAC se déroule du 23, 24 au 26 décembre prochain. Bokeh et ses préfectures accompagneront leurs artistes. Fin également d'un autre festival, il s'agit de celui du Festival international de taekwondo ce samedi, organisé par les Coréens. 97 athlètes venus de 54 fédérations de Conakry ont participé à ce tournoi. L'idée est de promouvoir cette discipline sportive en Guinée et à l'international, mais aussi d'améliorer et équiper les hommes. Les premiers, deuxième, troisième et troisième ex-aequo ont été qualifiés directement pour l'équipe nationale guinéenne de taekwondo. Makiso Amara Alexila. C'est donc, mesdames et messieurs, sur cet élément de taekwondo que prend fin cette édition d'information. Le cadrage pour vous, Correa Bokourma était présent, la régie Lamine Sidibé, Mafata Sano. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabay de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur www.espacetvguinée.info. Passion agréable sur des programmes sur Espace TV, la télé de notre planète.